comme chaque année, il est organisé par Ecopolis et les élus de l'Ordre des architectes. Je me présente, Léon Cook, je suis responsable du pôle accompagnement de projet chez Ecopolis. Et on aura aussi Enrico D'Agostino pour l'Ordre des architectes, à qui je donnerai la parole tout à l'heure pour une petite introduction. En attendant, je vais vous parler d'Ecopolis. Donc, juste avant ça, il y aura 6 épisodes sur le cycle de conférences Retour sur le durable cette saison. Il y en a déjà 2 qui ont eu lieu en mars et en avril. On a eu Rénover pour le bien-être social et ensuite Rénover pour transformer. Donc à chaque fois, on a une thématique liée à la rénovation et à la réhabilitation. Aujourd'hui, on parlera de patrimoine. Et puis pour les 3 prochains épisodes d'ici à l'été, on parlera encore de biodiversité, de santé et de matériaux biosourcés. L'épisode sur les matériaux biosourcés devait avoir lieu le 5 juin, mais parce que la salle a été réquisitionnée par le ministère, on a décalé cet épisode-là et vous aurez le plaisir d'avoir 2 épisodes au mois de juillet. Donc Ecopolis, j'y viens. Ecopolis, c'est une association. On est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. On a plus de 200 adhérents, 17 salariés et on fédère une communauté de plusieurs milliers de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable en Île-de-France. Notre mission, c'est de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels que vous êtes, entre autres, aujourd'hui réunis ce soir. On a été créé il y a maintenant presque 15 ans à l'initiative de l'ADEME, de l'Union régionale des CAUE et de l'Ordre des architectes. On a aussi des partenariats de longue date avec la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. Et puis plus spécifiquement, sur certains programmes d'action, on est soutenu par l'Agence Qualité Construction, l'Agence régionale de santé, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, etc. Donc on a 4 missions principales. La première, c'est de vous informer, vous, professionnels du bâtiment, via notre site internet, notre newsletter, la création de contenus, de fiches à savoir, de fiches de bonnes pratiques. On est également organisme de formation. Vous le verrez dans quelques instants. On propose un certain nombre de formations à destination des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des bureaux d'études. Donc il est possible soit de consulter notre catalogue de formation, soit de venir nous voir pour mettre en place un parcours thématique sur mesure à destination de vos équipes. On est aussi là pour animer ce réseau de professionnels autour d'événements comme ce soir. On organise aussi d'autres webinaires, séminaires et puis des visites d'opérations exemplaires. Et enfin, la 4e mission d'Ecopolis, celle que je pilote personnellement, c'est l'accompagnement opérationnel de projets au travers de la démarche quartier et bâtiment durable francilien, donc qui existe depuis 2017, basé sur un référentiel de qualité environnementale, 7 thématiques, et on accompagne de la conception à l'exploitation des bâtiments afin de faire en sorte qu'ils soient les plus vertueux possibles. Notre agenda, donc les prochaines formations, dont une cette semaine autour de l'économie circulaire, ne plus détruire, réversibilité et transformation. On a également une démarche de formation et de prise en main des outils BDF, Bâtiment durable francilien, en visio la semaine prochaine. On a également une formation à destination des maîtres d'ouvrage, les fondamentaux du bâtiment durable. Et enfin, fin juin, une formation spécifique sur la ventilation naturelle dans le tertiaire et l'habitat. On vous propose également 2 visites d'opérations bâtiment durable francilien, donc une le 13 juin et une le 12 juillet. Le 13 juin, ce sera un tiers-lieu à Clichy-sous-Bois, qui est un projet qui a été certifié BDF Argent. Et ensuite, le 12 juillet, c'est le groupe scolaire Simone Veil, qui est un bâtiment livré, cette fois, alors que le premier était en chantier, en présence de toute l'équipe de recherche et innovation de la ville de Rosny-sous-Bois, qui a la particularité d'être maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre à la fois. Donc c'est un projet millésimé hors sur la démarche BDF. Voilà. Puis pour nos commissions quartier et bâtiment durable francilien, vous en avez une ce jeudi en visio. Vous en avez également une fin juin
à l'Académie du climat à chaque fois. Donc, c'est des revues de projets qui viennent compléter l'évaluation environnementale des projets par les pairs, en fait, des professionnels du bâtiment durable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez 2 architectes, 2 maîtres d'ouvrage et 2 bureaux d'études qui viennent compléter l'évaluation environnementale des projets qui se fait de manière publique. Donc, c'est l'occasion de voir des projets et de voir des projets dits écologiques. Et enfin, le 11 juillet, on aura dans le 15e arrondissement la dernière commission avant la pause estivale à l'espace Paris Innovation Boussicaut. Vous pouvez retrouver tous nos événements sur ecopolis.fr et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir toute notre actualité et en savoir un petit peu plus sur l'émission que je viens d'énoncer. Vous pouvez devenir adhérent de notre association ou même faire accompagner votre projet en tant que maître d'œuvre ou maître d'ouvrage dans la démarche quartier et bâtiment durable francilien. Voilà, une seule date à retenir d'un point de vue projet, c'est qu'il faut absolument présenter son opération avant le dépôt du permis de construire. N'hésitez pas à contacter ma collègue chargée de développement, Sarah Lafitte. Je vous redonnerai son contact si besoin après la séance. J'ai maintenant laissé la parole à Enrico D'Agostino, architecte du patrimoine. Ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour. Conseiller ordinal du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, vous dire quelques mots. Merci Léon. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir avec Ecopolis, notre partenaire pour cette soirée, à la Chapelle des Récollets, au nom de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Très rapidement, je représente l'Ordre. Il y a certainement beaucoup d'architectes dans la salle, donc, mais quand même un petit mot. Donc, l'Ordre des architectes est un organisme de droit privé qui a été créé par la loi 1977 avec des missions de service public. Il garantit le respect de l'intérêt public de l'architecture. Ça, c'est le noyau de la raison de notre existence. Donc, il a 2 missions essentiellement, l'Ordre. Une première mission, c'est une mission régalienne. Donc, c'est à la fois s'assurer que les architectes soient inscrits au tableau, qu'ils soient assurés, qu'ils soient formés. Voilà, vous connaissez tout cela. Qui respectent un code, donc le code de déontologie, hein, qui fait partie des règles qui nous régissent. Et il a aussi, on va dire, le devoir de tenue du tableau de l'Ordre. Après, il y a une deuxième partie de notre travail qui est celle de, on va dire, un volet politique, qui est celui de représenter et promouvoir la profession au niveau régional, donc auprès des pouvoirs publics, mais aussi d'autres décideurs, pour s'assurer que justement l'intérêt public de l'architecture soit toujours au cœur des différentes discussions. Donc, encore une fois, c'est notre mission. Donc, nous sommes un conseil constitué de 30 élus, donc 15 femmes et 15 hommes. Et nous avons en fait une réunion plénière tous les mois, une fois par mois, dans laquelle nous votons les mouvements du tableau et d'autres décisions qui font partie, voilà, de la vie de cette institution. L'Ordre des architectes d'Île-de-France représente environ 10 000 architectes et 3 700 sociétés d'architecture. Donc c'est un gros morceau de la profession française, parce que nous sommes à peu près un tiers des architectes sont représentés par l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Et ce soir, nous sommes très heureux de continuer à promouvoir ce partenariat avec Ecopolis. Si je ne me trompe pas, nous sommes à la 10e édition, hein, donc ça fait un peu plus que de 10 ans. Hein, il y a eu des petites pauses comme ça
de temps en temps. Mais c'est quelque chose voilà, qui a un vrai succès. Les architectes sont demandeurs. Et la formule est très intéressante puisqu'il s'agit de retours d'expérience. Ce n'est pas quelque chose, voilà, ce n'est pas de la théorie. Nous invitons des personnes qui sont sur le terrain, des architectes. Ce soir, on a le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous une architecte des bâtiments de France qui, donc, voilà, est tout à fait pertinente et dont la parole sera intéressante pour pouvoir oui, pardon, pour pouvoir en fait aller sur le sujet. Donc, rénover pour transformer. Ça, c'est quelque chose qui est central parce que de plus en plus, la question de la articulation entre patrimoine et enjeux climatiques revient sur le débat public, dans le débat public, et nous avons besoin d'échanger avec tous les acteurs qui sont partie prenante de cette articulation. Donc, évidemment, les architectes. Nous travaillons sur les sujets de réhabilitation patrimoniale, mais aussi ceux qui sont, voilà, ceux qui sont en fait dans la partie administrative, mais qui apportent aussi leur capacité d'être force de proposition et force pour faire monter les projets en qualité, qui sont aussi les architectes des bâtiments de France et d'autres acteurs aussi qui sont impliqués dans cet enjeu, qui est un enjeu sociétal majeur. Donc, je me permets donc d'inviter l'autre invité de la soirée, donc Axel Schneuer, qui est parmi nous, architecte et spécialiste des projets de réhabilitation patrimoniale, qui va nous présenter dans sa première intervention. Je lui laisserai la parole tout de suite et je l'invite à monter. Voilà. Merci, Monsieur Schoner. Et qui nous présentera un projet de réhabilitation. Et après, juste un mot, je laisserai la parole à la salle pour les questions. Merci. Bon, merci pour être venu à cette soirée et merci pour l'introduction. Alors, mon nom c'est Axel Schönert. C'était pas mal, je sais. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disent Schoonert, Schönert, etc. Donc, Axel Schönert, architecte, on est une agence à Paris qui existe depuis plus que 20 ans. On est à Avenue Opéra, on est une quarantaine de collaborateurs et on fait beaucoup de projets à Paris et région parisienne, et beaucoup de tertiaires, mais aussi des hôtels et aussi l'habitation et un peu de marché public. Le sujet aujourd'hui, c'est les 4 Bourbons. On appelle ça 4 Bourbons. C'est sur la place du Palais Bourbon, au plein centre de Paris. 20 minutes, j'ai oublié de démarrer mon chrono. Là, maintenant, c'est bon. Là, il y a quelques exemples de projets qu'on est en train de faire ou on a livré. Donc, moi, j'adore travailler en plein centre-ville. J'adore travailler avec du ancien, restructurer, enlever des choses qu'ils ont rajoutées dans certaines périodes qui n'étaient pas très heureux, peut-être en intervention, ou aussi rajouter toujours quelque chose du nouveau. Un de mes architectes préférés, quand j'ai appris l'architecture en Allemagne, c'était Carlo Scarpa, qui est un architecte italien qui travaille toujours à son échelle tout petite, mais il a fait des choses super intéressantes à l'époque, à Venise et en Italie. Donc, ça et les architectes japonais, c'était toujours pour moi des inspirations. Donc, aujourd'hui, on est à Paris et on veut parler d'un projet qui s'appelle 4 Place Bourbon. Donc, c'est le siège du Vogue, Condé Nast, qui est peut-être connu, un immeuble de 1200 mètres carrés. Sur la place du Palais Bourbon, qui est un immeuble, qui est une place qui était créée
fin 19e siècle. Je pense que le Palais Bourbon elle était construit début 18e siècle. Et déjà à l'époque, la construction, c'était souvent une opération immobilier. Donc, on crée un place et après, on vend les parcelles. Et le palais de quoi on parle, c'était le deuxième palais qui était construit sur la place. Construire à Paris, c'était toujours compliqué. Ça ne s'arrange pas. Les PLU, c'est toujours un sujet qui est en plein d'évolution. C'est fluide. Quand on a appris toutes les règles du PLU en cours, il y a un nouveau qui se prépare et on demande évidemment respecter les PLU en cours, mais aussi déjà anticiper toutes les règles du futur PLU. Là, c'est juste les vues aériennes sur le projet existant. Et quand on a un PLU, il y a aussi des choses qui se rajoutent, c'est les plans de sauvegarde de certaines zones. Donc en France, il y a plusieurs, je crois, je ne sais pas si c'est une cinquantaine ou une centaine de PS. C'est une centaine, non? Un peu moins. En Paris, je crois, on a 2. C'est le 7e et c'est le Marais. Donc ça se rajoute sur les PLU déjà existants. Et sur ce plan de sauvegarde qui est extraordinaire, et tous les bâtiments sont catégorisés, les toitures, ils ont des différentes catégories, classe A, classe B, classe C, même les surfaces non construites tout est connu et tout est catalogisé. Après, on est sur une des places les plus prestigieuses de Paris, donc évidemment, les façades sont inscrites, elles ne sont pas classées, mais sont inscrites dans l'inventaire. Et donc, pour faire un projet, il faut toujours travailler en amont avec les différents services. Ça veut dire, sur un côté, on a évidemment, là, on est dans le patrimoine absolu. Ça veut dire, on est sur une place très connue, une façade classée. Des interventions qui étaient faites dans les dernières 20, 30, 40, 50 ans. Un utilisateur qui n'a pas investi dans le renouvellement du bâtiment pour diminuer l'empreinte carbone sur cette opération. On a découvert une chaudière qui se trouvait au rez-de-chaussée, mais il était déjà soulevé d'1 mètre. On se posait des questions. C'était simple parce qu'on est très proche de la Seine, donc le cru centenaire. Il était déjà connu à l'époque. Ils ont fait un socle et finalement on dit il y a quand même une pression immobilière, donc enlever une chaudière qui est au rez-de-chaussée, c'est clair. Raccorder un immeuble comme ça sur Climaespace CPSU, on voulait, mais il est trop loin. Donc, on était obligé quand même de refaire des installations techniques. Et on l'a privilégié de mettre ça dans des locaux techniques qu'on créera dans le sous-sol et pas mettre sur le rez-de-chaussée ou dans les toitures. Ce que j'ai déjà dit, je pense, c'est un projet comme ça se travaille vraiment en amont avec toutes les administrations. Donc, on a vu évidemment l'architecte bâtiment de France en chef, je crois que c'est Frédéric Masviel, qui est aussi responsable pour le 7e. Et on a eu des échanges très intéressants. J'ai appris des choses. Enfin, on apprend toujours des choses. Je pense qu'on parle avec des gens qui connaissent très très bien leur quartier. Et donc, on est arrivé à trouver des consensus pour faire quand même un bâtiment qui est extrêmement faible en consommation énergétique. On a aujourd'hui ciblé les HQE, Very Good, les BREEAM, Very Good, il est très performant, je pense. Et en BREEAM, c'est Very Good. Et aussi, on travaille sur un WELL pour avoir un label pour les utilisateurs. Donc, la question, c'est où je mets les installations techniques, parce que je ne peux pas creuser sous un bâtiment classe A dans un plan de sauvegarde, mais par contre, on a eu le droit de travailler sur la cour. La réglementation aussi sur la sécurité, on a normalement qu'une entrée sur la façade. Nous avons proposé de créer un deuxième porche sur la façade rue qui était refusée par les ABF. Donc finalement, on a demandé qu'ils nous fassent un écrit pourquoi ils refusent ça. Et après, on a revu la préfecture de sécurité, la préfecture de police, l'architecte de sécurité, pour expliquer que la porche, finalement, elle restera toujours ouverte et qu'on peut avoir un deuxième dégagement sur la porche. Et c'était accepté. Donc on a eu 2 avis qui étaient contradictoires. Sur un côté, l'ABF qui était très intéressé sur la conservation de cette façade comme il est. Et sur l'autre côté, les aspects sécurité. Donc, on a trouvé un compromis. Je pense qu'on arrivera toujours, si on commence à faire le dialogue
très tôt et on est ouvert au dialogue. Donc, si on arrive avec un avis très borné, etc., ça cause des sujets. Mais je pense au début, de temps en temps, les discussions ne sont pas très agréables. Mais après, plus on cherche le dialogue, on trouve le dialogue. Au début, c'est peut-être un monologue sur un côté ou l'autre. Mais après, il faut prendre du temps pour ça, je pense. On voit aussi sur ce bâtiment que tous les bâtiments sur la place étaient créaient des surélévations, soit un, soit 2 étages. Ici, chez nous, on a 2 étages. On trouve ça aussi quand on a fait les curages. Donc, je reste peut-être un peu longtemps sur cette visuel. Donc, par exemple, à gauche, vous voyez l'entrée comme il est aujourd'hui. Et à droite, c'est des visions qu'on a pour le projet qui ont plein de chantiers qu'on va livrer dans quelques mois. On veut créer une transparence entre l'entrée et la cour. Et on veut aussi mettre en valeur tout ce qui était historiquement intéressant et enlever tous les rajouts qui étaient créés. Par exemple, sur la cour, il y a eu un ascenseur qui s'est greffé sur la façade, qu'on voit sur la photo à gauche. Et nous, on a discuté avec l'architecte bâtiment de France où on peut mettre cet ascenseur, parce qu'on a besoin d'un ascenseur. C'est impossible de faire un bâtiment accessible aux personnes avec mobilité réduite. Et donc, on a trouvé finalement à l'intérieur un endroit qui n'imposait pas trop de démolition et on remet l'escalier qui était massacré aujourd'hui parce qu'ils ont créé des paliers intermédiaires sur cet escalier, donc escalier historique. On va le remettre dans sa ancienne forme et on reconstruit les ouvertures qui étaient massacrées pendant de la création des ascenseurs. Comme vous voyez au milieu, les découpages des fenêtres à gauche. On a des documents historiques qui montrent, nous, les façades initiales qu'on remet en valeur. Il y a eu un bâtiment pont on voit sur la photo à gauche, qui était un local poubelle avec une surélévation. Là, on est sur un bâtiment catégorie, je crois, c'est C ou D, C gris, donc on peut modifier. Donc, on a proposé un élément très contemporain, ce qui est une petite boîte en verre liaison, qu'on remet comme un bâtiment éphémère sur le bâtiment historique et on reconstruit les mots de nature des ouvertures qui étaient disparues pour le remettre en valeur. Donc, en principe, cette boîte, on pouvait l'envoyer quand on veut et on retrouve le bâtiment historique en place. Ça, c'est encore quelques photos sur cette intervention-là. Après, à l'intérieur, on a une structure, en principe, des planchers sont structure bois, en train d'enlever les éléments qui étaient rajoutés, des faux plafonds, etc. On retrouve une charpente ou des planchers ou des structures en bois qui étaient évidemment atteintes par des champignons et par des parasites. Donc, il y a eu un traitement à faire. Certaines poteaux et poutres en bois, on ne pouvait plus sauver, donc on retravaille avec des bois, mais par contre, on a essayé de faire des connexions traditionnelles, donc on travaille quasiment que avec du structure en bois, sauf il y a certains endroits où on est obligé de rajouter quelques poutres métalliques. Et on a travaillé sur des chapes connectées au-dessus pour avoir 350 kg au mètre carré sur le plancher, qu'on n'a évidemment pas sur ce bâtiment-là. L'ascenseur, la toiture, la forme de la toiture était aussi inscrite. Donc on a essayé de trouver un ascenseuriste qui fait des ascenseurs sur mesure pour avoir le dernier étage qui avec une hauteur réduite. Par exemple, là, on est à 2,60 à l'intérieur de la gaine et qui s'était... on est arrivé à, je crois, 5 cm à l'intérieur de la forme de la toiture. Pareil, la toiture, ça c'était un plan de la toiture existante. Donc il y a eu des ouvertures un peu à droite, à gauche, l'ascenseur, etc. Donc on a dit, voilà, on enlèvera 5, 6 ouvertures sauvages, on enlève l'ascenseur, mais on a besoin de 2 ouvertures pour les cages escaliers existantes, parce qu'il faut les désenfumer. Et on a toutes les ventilations des extractions, etc. On a passé par les anciennes souches de cheminée qui sont plus en service, donc on les garde. Et on a nettoyé la toiture pour avoir une belle forme, beaucoup plus homogène qu'avant. Sur la côté angle en bas, on rajoute quand même une pompe à chaleur, parce qu'il faut qu'on fasse du froid et du chaud.
Et on a construit une toiture en zinc avec des lames pour cacher ces pompes-là. Donc ça, c'est la seule intervention sur la toiture. La cour, qui était complètement bétonnée avec des pavés de pierre de Bourgogne qui on pensait étaient anciennes, mais finalement c'était un doublage contemporain. On a recréé la cour, mais on creuse en dessous sur 2/3 des locaux techniques. Donc, en principe, toute la technique qu'on a besoin, donc les CTA, centrales traitement d'air, tout ce qui est électrique et les pompes, etc., traitement d'eau, ça se passe tous dans les locaux techniques, dans la cour. Et sur cette cour, on a créé des vrais pavés en lit de sable sur la dalle de béton. Et évidemment, on crée des espaces libres et espaces plein terre. Sur les étages, là, on voit en plein de rénovation. Par exemple, là, les cheminées, on voit déjà, il y a eu des gaines cheminées qui étaient rajoutées dans les dernières 20-30 ans. Donc ça, on l'enlève parce que finalement, on ne peut pas utiliser des cheminées. Par contre, tout ce qui est structure en bois, on l'a conservé quand c'est possible. Et on a conservé, soit repris des moulures qui étaient détruites. On a fait des empreintes de moulures pour créer les anciennes moulures dans les grandes salles. Pareil avec le paquet, là où c'était le paquet, on pouvait conserver, on l'a enlevé, on l'a réparé, on l'a réinstallé, sinon on se fait inspirer par le paquet pour rajouter du paquet. Isolation thermique, donc comme on a des façades classées, etc., on ne pouvait pas intervenir par l'extérieur, donc c'est une isolation par l'intérieur avec une complexe de 12 cm, avec une laine qui est certifiée parce qu'évidemment, on est dans la traçabilité des produits suite au HQ et les BREEAM. Et on a rajouté après du BA13 et on a rajouté des moulures qu'on a enlevées avant sur le doublage. Donc en principe, le mot de nature sur les salles nobles, on va le retrouver. Les fenêtres, on remplace presque la totalité des fenêtres, pareil, en accord avec la DRAC et l'ABF. On a fait un témoin, on a fait une recherche comment ça s'appelle ça, des couleurs, pardon, exactement, pour trouver la couleur qui était blanchâtre. Donc blanchâtre en râle, ça marche mal. Donc on a fait des essais et on a fait un premier prototype qu'on a présenté à ABF pour qu'il valide la couleur de blanchâtre. Donc ça, c'est en cours. Après, en plan, on a gardé quasiment la totalité des murs porteurs. On a enlevé les souches qui se rajoutaient comme des oignons au -1 pour retrouver les anciens niveaux. Donc, en principe, on a gagné 10 à 20 à 30 cm d'auteur. Donc, finalement, on se retrouve dans le -1, dans des volumes assez intéressants. On a mis en valeur toute la pierre qu'on a retrouvée. On a fait des sondages. Évidemment, au début, on a fait 2 sondages. On dit, voilà, il y a des fondations. Quand on a continué avec les projets, on s'est aperçu, on a fait des sondages justement là où il y a des fondations. Et tous les autres murs, il n'y a pas de fondation. Donc, ça, c'est toujours... je conseille de faire un maximum de sondages, mais à l'époque, il y a un utilisateur dedans. Donc, c'est toujours compliqué de faire des sondages en fondation quand il y a des utilisateurs. Mais en principe, il faut faire quasiment un sondage, pas mieux, parce qu'on a toujours des surprises. Donc, on était obligé de reprendre des fondations. On était obligé de faire des fondations parce qu'il n'y a eu pas. Donc, ça, c'est un peu la surprise. Et après, il y a eu la partie que vous voyez à gauche. Ça, c'est tous les locaux techniques qu'on a créés dans la cour. Parce qu'initialement, on a eu l'idée de faire un deuxième sous-sol que pour la technique, sauf dans le plan de sauvegarde des 7e et dans un bâtiment catégorie A, on n'a pas le droit de creuser en dessous d'un bâtiment existant. Chose que j'ai appris. Sinon, on peut, mais là, on ne peut pas. Voilà. Après, dans les étages, rez-de-chaussée, pareil, on voit l'escalier principal qui se trouve en bas, au milieu, là. Ils ont enlevé 3 marches, ils ont rallongé l'escalier pour créer un palier intermédiaire pour l'ascenseur. Donc, on remet l'escalier là où il était initialement. À gauche, il y a un petit escalier de service qu'on garde aussi en conservation. Et on construit notre projet autour.
Entre-temps, on a un utilisateur, preneur, qui a acheté l'immeuble, qu'on a fait en blanc, ça veut dire 100 utilisateurs, qui, eux, évidemment, ont rajouté un peu leur idée de leur siège. Donc, ils ne sont pas venus trop tard, mais un peu tard. Donc, finalement, on rajoute plus de surface de paquet, on rajoute un peu plus de qualité dans cette bijou-là. Donc, en principe, je suis content, mais dès qu'il y a des interventions sur un chantier en cours, c'est toujours complexe. Petit détail, j'ai oublié, moi, j'aime bien faire le chantier, donc on fait la conception et souvent la maîtrise de l'exécution. Je trouve que c'est extrêmement dommage qu'en France, il y a cette séparation qui est un peu historique. En Allemagne, on est architecte-ingénieur parce que les Allemands considèrent qu'on est des ingénieurs et pas des artistes. Donc, on passe plus de temps sur le chantier et j'invite tous les architectes de faire du chantier, même si ce n'est pas obligatoire, parce que seulement si on fait des chantiers, on sait aussi qu'est-ce qu'on dessine et comme ça aussi, on mérite aussi le respect des personnes qui travaillent sur le chantier. Sur les étages, j'ai déjà parlé sur la configuration des salles. Donc, en principe, on a gardé tout ce qui est structurel. Et à la fin, je vous montre encore quelques images que je crois dans la présentation. Donc, c'est un chantier qui dure à peu près 1 an et demi. Il y a eu 4, 5, 6 mois d'études. Après, dépôt de permis. Un permis qu'on a eu relativement vite. Donc, vite, ça veut dire, je crois, 7, 8 mois. On sait, en France, à Paris, c'est normalement 5 mois. Mais bon, il faut toujours ajouter 1 mois des complétitudes, donc 6. Après, il y a toujours des questions aller-retour, 7. Après, il y a un dossier qui s'est perdu, 8. Donc, après rédaction et contrôle juridique, 9. Donc, je pense entre 7 et 9 mois à Paris, une opération complexe, en plus dans le plan sauvegarde, c'est pas mal. Je pense que les promoteurs, ils comptent souvent 12. Je trouve que c'est un peu exagéré, mais entre 7, 8 et 9 mois, si on est bon, c'est pas mal. Évidemment, en temps masqué, on travaille sur les phases suivantes, donc APD, Pro DCE, lancement des appels d'offres, pour être prête, une fois le recours de tiers est terminé, de démarrer les travaux lourds. Et évidemment, on a essayé de caler les référents préventifs jusqu'avant pour que personne ne peut nous dire qu'on ne l'a pas fait. Voilà, je suis dans le temps, je pense. Merci beaucoup. Et je reste ici pour écouter le discours de Sophie. Merci. Je propose à Sophie Mas de venir nous rejoindre. Voilà, merci pour cette belle présentation. Et nous allons présenter. Parfait. On m'entend correctement, ça Voilà, va ? je vous laisse la parole. Super. Bonsoir à tous. Merci Axel pour cette belle présentation. Peut-être que du coup, on m'a demandé éventuellement de faire quelques précisions en début de présentation sur les missions de mon service. Donc, je suis Sophie Mas, architecte des Bâtiments de France. Je suis responsable du service qui est compétent sur la Seine-Saint-Denis. Donc, moi, je vais vous emmener un peu en banlieue et vous montrer quelques exemples qu'on a pu suivre au service. Et donc, mon service, c'est l'UDAP, Unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Donc, on est les services déconcentrés du ministère de la Culture. On fonctionne par département. Et à la tête, alors on est tout un service, même s'il n'est pas très grand. Les architectes des Bâtiments de France dirigent ces services. Parfois, nous sommes plusieurs ABF, ça dépend des départements et de leur taille et de leur nombre de monuments historiques. Et puis, à l'intérieur, on travaille en fait avec des ingénieurs, des services culturels et du patrimoine et des techniciens qui sont souvent, en gros, de formation historiens de l'art et de l'architecture, en fait. Et ce sont eux, en général, qui vont préinstruire les dossiers que nous signons au final. Même si après, vous croisez, je pense, dans le cadre de vos missions, à la fois des techniciens et à la fois des architectes des Bâtiments de France, en fonction un peu des enjeux, des secteurs et de l'ampleur des projets. Du coup, pour faire un très très bref rappel de ce que l'on fait, même si je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez un peu quand même, on va dire 3 grandes catégories de missions. La première, c'est la conservation des monuments historiques. Et là, Axel en a parlé largement, je pense. Donc, sur tous les monuments historiques. Nous ne sommes pas seuls, cela dit, à exercer le contrôle scientifique et technique sur les monuments historiques, puisqu'on est toujours en binôme avec les conservateurs des monuments historiques, qui sont nos collègues aux directions régionales des affaires culturelles. Donc, on est souvent deux à suivre un peu les projets et être sur le dos des architectes qui font ces projets de maîtrise d'œuvre pour que tout soit parfait.
Après, dans un niveau un peu différent, on est chargé aussi de la protection des espaces protégés. Donc ça comprend soit simplement les abords de monuments historiques, donc les périmètres de 500 mètres autour de chaque monument, ou alors des espaces protégés un peu plus solides, comme justement sont les PSMV par exemple, à Paris autre part. Bon, il y en a différentes catégories, mais ça je vous épargne les détails, c'est pas vraiment le sujet. Il y a beaucoup de subtilités. Et ensuite, la troisième grande mission, du coup, elle est plutôt de l'ordre du conseil. On est quand même appelé à accompagner pas mal de porteurs de projets, que ce soit de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, des collectivités, plein de gens différents, et évidemment, du coup, de travailler avec pas mal d'architectes en libéral. Et donc, on suit, par exemple, ou on essaye, en tout cas, dans la mesure de nos moyens, de suivre l'élaboration des PLU, des PLUI, des communes et des intercos, qui, toutes à des degrés assez différents, mais essayent de se muscler un peu sur la question de la qualité architecturale, urbaine, paysagère, et puis aussi du patrimoine. Et parfois, d'ailleurs, qui ont elles-mêmes pas mal de protection, au moins de repérage dans leur PLU sur des bâtiments patrimoniaux qui ne sont pas protégés par le ministère de la Culture. Voilà donc en gros, du coup, aujourd'hui, alors je vous ai fait un peu de publicité mensongère. Cette slide, c'est un monument historique majeur dans notre département, mais dont je ne vous parlerai pas en détail ce soir, mais je vous invite à venir voir. C'est en préparation pour les JO, on est à l'île Saint-Denis, et c'est la grande nef de l'île des Vannes qui est inscrite monument historique, qui est en cours de réhabilitation par François Statillon. Ce sera un site d'entraînement et d'épreuves, je ne sais plus, pour les JO. Bon, dans le 93, un peu comme dans Paris et dans les Yvelines en ce moment, tous les chantiers sont à échéance mars ou avril 2024 pour que tout soit prêt pour les JO. Donc ça se résume à peu près à ça en général. Alors, je vous emmène d'abord, je vous explique un peu, je vous montre 3 exemples. Je me suis concentrée sur des isolations thermiques par l'extérieur parce que c'est un des grands sujets que l'on voit très régulièrement, évidemment, dans nos services, puisque nous, on s'occupe de patrimoine, parfois ancien, jusqu'à des choses très récentes, comme on a vu avant. Mais du coup, il y a souvent effectivement des petits conflits, au moins repérés au début des projets, on va dire, entre les différentes injonctions. Donc, on va s'intéresser surtout à des ITE que nous avons pu suivre dans notre service. Et là, je vous emmène à la Courneuve. Et je vous explique un peu à chaque fois la manière en fait, dont on aborde, nous, les projets dans notre service pour que vous compreniez peut-être un peu la mécanique et la manière dont ça marche. Et puis, d'où viennent ces remarques qu'on peut faire ou ces demandes de modifs parfois sur vos projets, parce que c'est quelque chose de difficile. Et Axel l'a bien dit. En tout cas, les discussions ne sont pas toujours faciles au début. En général, on trouve toujours un moyen terme et des accords sur le degré en fait, de transformation des bâtiments versus conservation du patrimoine, puisque nous, on est plutôt conservateurs et on voit très souvent des projets assez transformateurs. Donc la question, c'est toujours de trouver l'équilibre en fonction de plein de facteurs. L'économie des projets, la qualité intrinsèque du bâtiment, le rapport avec le monument historique qui se situe à proximité, etc. Donc je vous montre un peu en image la manière dont on procède pour peut-être essayer d'être un peu clair sur le pourquoi de ces demandes qu'on vous fait souvent. Donc nous sommes à la Courneuve et vous voyez sur la carte de gauche en Google Maps, en rose, le monument historique inscrit qui est une église. Et puis le petit point Google, c'est l'adresse du projet. Ici, la particularité peut-être de ce quartier, c'est que c'est un monument historique très récent. L'église, elle a été inscrite il y a à peu près 1 an et demi, même pas. Donc en fait, c'est le seul monument historique de la Courneuve d'ailleurs. Donc on connaît assez mal le quartier. Et c'est aussi un quartier sur lequel c'est très nouveau qu'il y ait un contrôle par l'architecte des bâtiments de France de tous les permis qui passent. Il y a aussi beaucoup de mutations depuis 15 ans dans ce quartier. Donc c'est un tissu urbain très hétérogène. Il s'est déjà passé plein de choses. Et nous, on arrive un peu en cours de route et on connaît mal le terrain et mal la collectivité et les porteurs de projets. Bon, du coup, c'est très intéressant. Vous voyez ensuite à droite la localisation du projet et puis vous évaluez un peu la proximité avec le monument. Donc c'est, je ne sais pas, à 200 mètres maximum du monument. Et là, on est en co-visibilité directe, en fait. Donc, depuis le petit immeuble de rapport qui nous intéresse pour ce projet, on voit le clocher de l'église et puis un peu de mur. Et donc, c'est un secteur assez à enjeu pour nous, en tout cas pour sa proximité avec le monument historique. La deuxième chose importante pour nous, comme je vous le dis, les règles de base, c'est le code du patrimoine. Hein, vraiment, quand il y a co-visibilité avec le monument, c'est tout de suite un peu plus sensible. Et notre question pour préserver les abords des monuments historiques, c'est effectivement de préserver à la fois le tissu urbain, les choses pas forcément exceptionnelles, puisque là, on n'est pas sur des monuments historiques protégés pour eux-mêmes, mais au titre des abords en fait, des monuments historiques. Donc parfois, ce sont des bâtiments relativement banals, comme celui-ci, qui est un immeuble de rapport faubourien, assez petite taille, mais qui date de la même époque à peu près que l'église, en fait. Et c'est intéressant parce qu'il ne reste plus beaucoup d'exemples en fait, de ce tissu ancien dans cet environnement urbain qui a été très transformé. J'aurais peut-être dû vous mettre quelques visuels, je ne l'ai pas fait, mais il y a des choses très modernes de toutes les époques.
des coupures urbaines assez importantes dans ce secteur. Là, en tout cas, on retrouve des traces des années 30 partout, dans l'église nouvellement protégée et dans ce petit immeuble, et à peu près dans tout le linéaire de la rue d'ailleurs. Et donc, ce qui nous intéressait ici, c'était quand même de réussir, malgré le projet de rénovation énergétique, le peu de moyens, parce qu'en fait, ça, c'est une petite copropriété en voie de dégradation, si ce n'est déjà pas mal dégradé, qui a très peu de moyens. Donc, on était quand même à un projet qui, en plus, nous est arrivé assez tardivement. Il était déjà pas mal ficelé, donc ça a été compliqué. Et d'ailleurs, s'il m'entend quelque part, je remercie M. Le Yarrick qui a porté ce projet et qui était très tenace. C'était très bien. On a trouvé, je pense, des choses intéressantes. Alors, je n'irai pas dans tous les détails techniques, hein, mais je vous montre certains des visuels. À gauche, l'existant. Au milieu, la première version, je pense, du projet qu'on a reçu. Et encore une troisième image à droite de ce qu'on a pu travailler avec lui. Ce qui nous a intéressé ici, on va le peut-être cibler très grossièrement, c'est que nous, on souhaitait trouver vraiment un équilibre entre un projet neuf et une écriture architecturale contemporaine, parce que là, encore une fois, on n'est pas sur un immeuble exceptionnel, donc il n'y avait pas de sujet à transformer ce qui existait, mais il y avait quand même un sujet pour nous à conserver certaines choses qui étaient qualitatives. Il y avait évidemment la question des menuiseries, parce qu'au début, on arrivait avec un changement total de menuiserie, de la partition des vitrages et des précades métalliques un peu dorés, là, ce qu'on n'aime pas trop, nous, les ABF. Et puis le changement des garde-corps, et puis l'isolation thermique par l'extérieur avec un revêtement très différent. Donc on a travaillé un peu sur tous ces détails pour essayer de trouver le meilleur équilibre. Je vous montre ça simplement pour exemple, sans le détailler, mais on est allé avec l'architecte sur pas mal d'allers-retours pour aller vraiment sur la manière dont on traitait la toiture ou pas. Au départ, il voulait complètement remplacer la toiture pour quelque chose de contemporain, et on l'a un peu embêté pour vérifier, pour faire un petit diag structurel sanitaire de la toiture, vérifier si c'était encore en bon état ou pas. Et il se trouve que oui, donc finalement la couverture en tuiles sera conservée, ce qui nous convient bien. Après, sur la façade, on a travaillé avec lui sur les matériaux, et notamment ce qui nous intéressait, c'était quand même de conserver les lignes de force de la composition d'origine en fait, du bâtiment. Et donc, par contre, on l'a laissé utiliser des matériaux revêtements sur ITE parfaitement contemporains. On a de l'équitone avec différents reliefs en fait, selon les étages et les endroits. On lui a demandé aussi, sans refaire à l'identique, mais de conserver un certain rythme et certaines lignes de force sur le sous-bassement qui est traité différemment, le rez-de-chaussée, et puis sur les menuiseries, les portes. On lui a demandé également de conserver les garde-corps existants, parce que ça, c'était une des marques assez caractéristiques des années 30, et donc qui est un élément significatif de ce bâtiment. Bon, je ne vous ferai pas un grand détail sur ce projet, mais je pense que vous voyez un peu l'esprit. Je n'ai pas non plus des tonnes d'images, mais bon, c'est pour expliquer un peu, nous, nos points d'attention et la manière dont on va du coup dialoguer. Encore une fois, je remercie M. Le Yarrick parce qu'on a un problème, mais ça c'est un peu partout, vous le savez, je pense. On manque un peu de moyens quand même. En fait, le dialogue, il est facile quand on a du temps. Parce que finalement, il suffit de passer un peu de temps ensemble et on finit par... On attaque les sujets qui sont parfois un peu compliqués au début, puis on finit toujours par trouver des compromis et des solutions. Cela dit, quand on n'a pas trop le temps et les moyens, c'est plus difficile. Donc, on n'est parfois pas très réactif, en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait ou qu'il faudrait. Mais en général, on est assez ouvert justement pour discuter. Et plus on passe de temps ensemble autour d'une table avec des images, plus on arrive à trouver des solutions qui conviennent à tous, je pense. Ensuite, en deuxième exemple, je vous emmène à Saint-Ouen, sur Seine. Alors là aussi, on est sur un sujet Jeux Olympiques à fond. C'est une situation, par contre, pour nous, qui est très différente. Le point à droite de l'image, là, c'est le gymnase Pablo Neruda, qui est l'objet des travaux que je vais vous montrer rapidement. On est par contre assez loin des deux monuments historiques de Saint-Ouen, qui sont les deux points rouges à gauche. Là. Donc, vous avez l'église du Vieux-Saint-Ouen et le château. Monument historique inscrit et classé. Pour le coup, pas du tout de la même période. Aucun lien direct entre le monument et le lieu des travaux. On est assez loin, il n'y a pas de covisibilité. Donc là, on intervient seulement à titre de conseil. On n'a pas d'avis conforme qui est obligatoire à respecter. On a vraiment juste un conseil à donner au titre de la qualité architecturale. Mais par contre, c'est un site hors patrimoine concernant les enjeux urbains, paysagers, architecturaux, qui est un enjeu très très fort, puisque c'est pas figuré. Enfin, vous voyez un petit pin jaune, maison du projet du village des athlètes, mais là, c'est le village olympique en fait qui est en train de se construire. Et tout en haut de l'image, la cité du cinéma, pour vous situer. Donc c'est un secteur qui est à la fois le centre ancien de Saint-Ouen, les deux monuments historiques de la ville les plus importants, et tout le site, un des sites très très importants des Jeux Olympiques. Et donc ce gymnase qui, lui, sera un lieu d'entraînement pour les Jeux Olympiques, qui, lui, du coup, doit être terminé pour le printemps prochain. Ils sont en chantier et ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Donc là, quelque part, c'était presque plus simple, puisqu'on n'a qu'un avis... à la base, ça peut paraître plus simple parce qu'on n'a pas d'avis conforme, donc on intervient qu'à titre de conseil. Mais du coup, c'est parfois plus compliqué parce que les architectes ou les villes viennent nous voir, ou les maîtres d'ouvrage,
viennent nous voir en nous disant quel est votre conseil. On leur dit il faudrait faire comme ça. Ils nous disent mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas ceci. Et donc là, on est un peu coincé parce qu'on a dit que ça n'allait pas, mais personne ne veut bouger. Bon. En réalité, on prend le temps et puis on y arrive toujours, mais je vous épargne les subtilités. Alors voilà l'objet des travaux. C'est intéressant parce que du coup, ça n'est pas un immeuble protégé pour lui-même, monument historique. Il n'a aucun lien avec les monuments historiques proches desquels il se situe. En revanche, c'est un marqueur très très fort du territoire. Évidemment, il a une force plastique comme ça. Il est assez caractéristique des années 60-70, période de sa construction. C'est le même architecte qui a réalisé la grande nef de l'île des Vannes que vous voyez en slide d'introduction. Donc c'est quelque chose d'assez important symboliquement et en termes d'image en fait pour la ville. Et puis comme ce sera un site des Jeux Olympiques, évidemment, d'entraînement en tout cas, c'est quand même quelque chose de très important. Donc là, il y avait un enjeu à faire quelque chose quand même de soigné. Et voilà, on était parti aussi sur une ITE comme d'habitude. Donc encore une fois, sans aller dans des grands détails, je vous montrerai très rapidement quelques images du projet. En haut, la ligne en haut en clair, c'est avant, et en bas, c'est après. Et en fait, ici, c'était relativement facile. Une fois qu'on a dit qu'il était envisageable de faire une ITE parce qu'on ne voyait pas d'autre solution a priori, là, en fait, l'enjeu, c'était beaucoup de rénovation intérieure qu'on ne voit pas du coup sur ces images, mais tous les espaces intérieurs ont été restructurés ou sont restructurés assez fortement. Donc il y avait tout l'espace est optimisé, il n'y avait pas 1 cm² à perdre. Donc ils s'isolent par l'extérieur, mais la question c'était de quelle manière on arrive à le faire, comment on met en œuvre cette ITE, le revêtement extérieur et tout ça, le changement de toutes les menuiseries pour parvenir à un bâtiment bien sûr hyper performant énergétiquement, mais aussi qui ne perde pas son image puisqu'il a une force et une importance locale en fait, quand bien même c'est pas un bâtiment exceptionnel, il est quand même assez particulier. Donc en fait, ici, c'est une ITE, je ne me rappelle même plus de l'isolant, parce qu'on embête souvent aussi les architectes pour savoir quel type d'isolant est mis en œuvre. Et notamment, on demande des choses biosourcées si possible, et puis qui sont compatibles avec les supports, notamment anciens maçonnés, qui peuvent craindre tout ce qui est polyuréthane, polystyrène, etc. C'est toujours un sujet. Donc ici, l'ITE, elle est prévue avec un revêtement extérieur qui est un bardage métallique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, là, ça ne se voit pas trop sur les images, mais la façade d'origine, ce sont des petits carreaux de pâte de verre, vous savez, 2 par 2, quelque chose comme ça. Donc assez caractéristique également, puis avec une belle couleur et une belle prise de la lumière. Donc nous, on avait une attention particulière sur le revêtement qui était posé après au-dessus de l'ITE. Et là, l'option qui a été choisie, c'est un bardage métallique qui est un peu qui est ajouré en fait en forme de petits carrés. C'est comme des pixels un peu. Et ça va permettre, en reprenant une teinte un peu bleu-vert qui rappelle un peu l'existant, même si elle n'est pas identique. Voilà pour d'autres façades, avec cet effet un peu plus sombre en haut en fait, qui permet d'atténuer un petit peu la surépaisseur qui est amenée par l'ITE et du coup de conserver ce qui était important dans cet immeuble, qui était notamment, vous voyez le toit là, avec ces lignes brisées, qui fait une ombre portée assez marquée aujourd'hui. Et on voulait garder cet effet de profondeur comme ça. Après, il y a un changement de toutes les menuiseries. Et peut-être que s'il y a quelque chose que nous, on aurait fait différemment, ce serait probablement ne pas refaire de la même manière la partition des vitrages, qui était aussi assez caractéristique du bâtiment et qui n'a pas été conservée. Là, l'idée de l'architecte, dès le départ, c'était de faire les vitrages les plus grands possibles et le moins de partitionnés possible pour avoir le plus de transparence. Ce qui était intéressant, là, il y a un escalier après l'entrée qui est mis en valeur. Et en même temps, pour nous, la lecture de ces partitions de vitrage, notamment très horizontales, était très intéressante et caractéristique du bâtiment et de cette époque. Donc, on souhaitait le garder. Donc là, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais enfin, je pense que le résultat sera quand même beau. Voilà. Et encore une fois, nous, on n'est pas sur un enjeu absolu d'un monument historique absolument exceptionnel. Et je pense que là, globalement, quand même, on a réussi à conserver l'identité très forte de ce bâtiment d'origine. Ensuite, un dernier projet. On reste un peu dans le même coin. Je vous ai mis que la plaine commune aujourd'hui, mais bon, peut-être ça vous donnera envie de venir voir. Il y a des choses fantastiques. Ici, on est à Saint-Denis, dans un site encore assez particulier également. C'est un HBM, donc là, on est aussi dans les années 30. Juste à côté du Stade de France. Alors, vous voyez le petit plan à gauche, du coup. Le Stade de France, le petit rectangle rouge à côté, c'est l'objet des travaux. En fait, l'immeuble se trouve ici. En jaune fluo, vous avez le futur centre nautique olympique qui est en construction en ce moment-là. Et juste au nord, après le canal, vous avez le parc de la Légion d'honneur, tout en haut de l'image, et la basilique de Saint-Denis. La basilique de Saint-Denis, c'est notre monument historique dans le 93. C'est le plus grand et le plus important. Donc, il est vraiment primordial. Alors, en distance, on est très loin de la basilique ici, mais vous voyez sur la vue Google Earth, là, que en fait, le parc de la Légion d'honneur et la basilique sont extrêmement visibles depuis cet endroit, même si là, on est un peu en hauteur, hein, mais on distingue très bien les toitures et le clocher de la basilique. On a le Stade de France juste à droite, le centre aquatique à gauche, et encadré en bas à gauche de l'image,
la grande pharmacie centrale, qui est le monument historique, qui est vraiment, du coup, de l'autre côté de l'autoroute par rapport au HBM. Donc on est très proche d'un monument historique, du Stade de France, de la basilique, même si elle est un peu plus loin. Et en même temps, on est dans un tissu urbain déjà très brutalisé, avec de fortes coupures urbaines, aucune homogénéité autour de ce HBM, qui est un bel objet, mais très isolé, en fait. Donc c'est assez particulier aussi. Là, vous avez une vue intéressante de l'époque, c'est les années 60, la construction de l'autoroute. Et on voit très bien la basilique en haut de l'image. Puis à gauche, en plus sombre, la pharmacie centrale, qui est le monument historique, vraiment qui fait face à ce HBM. Voilà, alors c'est pas tout à fait aujourd'hui, ça date un peu, mais bon, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Je vais vous montrer quelques photos avant-après. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce bâtiment, il est déjà assez altéré par rapport à ce qu'il était au départ. Et donc, toute notre question, c'était où on se place avec un nouveau projet. Là, du coup, on est sur du logement social. Donc, c'est un bailleur social, un propriétaire unique, qui est venu nous voir avec les architectes pour proposer, du coup, une remise à niveau un peu de l'ensemble immobilier. Voilà une autre vue avec le Stade de France juste à droite. Donc ici, en tout cas, avec nos yeux d'ABF, nous, on voit qu'il y a un bâtiment extrêmement intéressant, mais qui a été déjà très, très dénaturé, en fait, par des interventions précédentes par rapport à ce qu'il a été à l'origine. Ça, ce sont les dessins, justement, de l'époque de la construction. Donc on voit quand même des choses très travaillées. C'était de la brique au départ, et peut-être des choses qu'on a un peu perdues, notamment dans les rez-de-chaussée, qui étaient très marqués en blanc, comme ça, avec des devantures commerciales et qui n'existent plus tellement aujourd'hui, mais qui vont être travaillées. Et là, vous avez un peu plus directement le avant-après. Là, c'est vraiment vu de l'autoroute A1 à côté. Et on voit très bien, je pense, alors d'une part, l'ITE déjà dans les années 80. Alors assez mince, hein. C'est une ITE de 6 cm, je pense, qui existe aujourd'hui. Mais l'ITE qui est venue, du coup, à la fois qui n'a pas masqué toutes les modénatures, parce qu'il y en a qui sont assez importantes et qui, du coup, n'ont pas été emballées, on va dire. Tous ces bandeaux blancs que l'on voit sur les balcons, etc. Et à la fois de grosses dénaturations avec l'ajout de cages d'ascenseur en façade, qui a rendu aveugle une bonne partie de ces façades alors qu'elles étaient assez travaillées auparavant, il y avait du relief, etc. Donc là, on avait des vrais sujets en fait sur ces deux questions, l'ITE et les cages d'ascenseur qui sont venus modifier très fortement les façades. Merci les années 80, mais bon. Il y a aussi quand même, il faut dire, là c'est une des vues des cours intérieures, on voit aussi que malgré la perte, notamment de la matérialité de la brique, malgré tout, l'écriture de ces bâtiments, elle était très forte et elle a perduré quand même. On perçoit encore très nettement les modénatures d'origine, en tout cas les plus importantes. Donc, première chose, les architectes, de toute façon, sont venus nous voir dès le départ en disant, voilà, on va démolir ces 3 cages d'ascenseurs. C'est un projet de restructuration très lourde. Comme la plupart des appartements de cette époque-là, des années 30, ils sont très petits par rapport aux normes d'aujourd'hui, évidemment. Donc, le projet, là, ils sont en train de vider tout ça. Ils ne vont pas faire ça en site occupé, hein. Donc, il y a une restructuration lourde des logements. Ils vont déclasser des logements pour changer les typologies. Et donc, ils en profitent pour faire plein de choses. Et notamment, ils réintègrent des ascenseurs à l'intérieur pour ceux qui avaient été ajoutés à l'extérieur comme ça. Et ça permet de récupérer un peu les façades et de les requalifier un petit peu par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Vous avez du coup ici façades existantes avec ces cages d'ascenseur et les façades projetées. Alors, vous voyez des ratures un peu partout parce que ça a été travaillé plusieurs fois avec eux, mais la question s'est posée de savoir, une fois enlevé ces cages d'ascenseur à l'extérieur, est-ce qu'on remet comme ça les travées latérales, en fait, elles sont simplement remises avec des vitres, je crois que c'est du verre dépoli, quelque chose comme ça, pour apporter de la lumière naturelle dans les cages d'escalier qui sont derrière. Mais par contre, la travée centrale, on leur a demandé un effort supplémentaire en remettant des menuiseries étage par étage qui viennent remarquer un peu cette travée centrale d'une des façades principales, une fois les cages d'ascenseur enlevées. La deuxième question importante pour nous, c'était l'ITE, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, nous, notre rêve, c'était d'enlever l'ITE existante et de garder la belle brique initiale. Donc, ils ont d'abord commencé par faire pas mal de sondages pour simplement se rendre compte tout était collé et qu'il y avait de la colle très difficile à enlever et que c'était très souvent en tout cas très rapproché sur les façades. Donc, c'était très difficile de récupérer la brique d'origine, c'était pas une option. Et donc, on est parti sur une nouvelle ITE, plus épaisse d'ailleurs, mais qui viendra remplacer celle-ci. Donc, celle-ci sera déposée intégralement. Et après, on revient mettre une ITE avec un parement brique, en fait, qui du coup rappellera un peu la matérialité d'origine. Donc là, vous avez un peu les dessins. Il y a aussi un gros travail sur les menuiseries. Aujourd'hui, elles ont toutes été changées, je pense, depuis, avec des fenêtres sans partition de vitrage comme ça. Donc là, on a été un peu intégriste. On a fait bosser les architectes pour remettre des menuiseries en bois, pas de PVC. Ça, c'est une bataille qu'on a souvent, pour des questions de coût notamment. Et remettre les partitions des vitrages d'origine, en fait. Donc, en fait, tripartite en hauteur, comme ça. En revanche, à l'intérieur, on est parti, alors toujours sur un parement brique, mais qui là contraste en couleur. On est parti sur du blanc. La question, c'était notamment de
favoriser un peu plus d'apport de lumière, puisqu'on est quand même sur des cours assez restreintes. On connaît dans ces typologies HBM. Ici, pour faire quelques économies d'ailleurs, on a dit qu'on partait sur des menuiseries sans partition de vitrage petit bois, comme on a fait faire sur les façades principales extérieures. Donc on a essayé de moduler comme ça un peu le degré de modernité, de transformation de ce qui était à l'origine, et en même temps de retrouver une qualité maximum pour les façades principales. Ici, vous voyez plutôt les pignons. Donc en fait, ce n'est pas un seul bâtiment qui fait le tour, hein. Il y a plusieurs corps de bâtiments, et donc les façades latérales font la transition avec une espèce de dégradé dans le parement brique entre le rouge et puis les briques blanches à l'intérieur. Ici aussi, pour dire, je ne l'ai pas figuré plus que ça, mais en fait, il y a des espaces extérieurs qui sont très intéressants et qui sont plutôt en bon état. Donc, il y a aussi tout un travail de diagnostic pour vérifier là où il y a des réparations à effectuer. Mais on est sur un nettoyage et une réparation toute bête, mais qui va permettre de retrouver un peu de qualité dans les espaces extérieurs, parce qu'il y a déjà des choses très travaillées et qui n'ont pas été trop modifiées pour l'instant. Et ça participera quand même de la qualité et de la présentation finale. Et pour terminer, ça c'est une vue 3D projetée en fait du projet terminé, avec notamment les devantures aussi en rez-de-chaussée qui seront retravaillées. Donc on a là demandé simplement, j'ai pas de vue rapprochée pour vous montrer, mais voilà, ça a été modifié progressivement par ajouts successifs au cours du temps. Et là, on a demandé à revenir aux devantures un peu plus d'origine, dans les mêmes coloris blancs qui marquent davantage les rez-de-chaussée et qui permettent, je pense, de redonner un peu de qualité là où il n'y en avait pas. On n'a pas encore réussi à se débarrasser de la grande enseigne géante Matmut, là que vous voyez sur la droite, mais ça, c'est un autre chapitre encore. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. Je suis restée à peu près dans les temps. Merci. Merci à nos deux intervenants. On va maintenant laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions à l'un des deux ou à nos deux héros de la soirée, je vous en prie. Ouais. Bonjour. Alors moi, j'ai deux questions pour Axel Schönert. Donc la première, c'est est-ce que vous aviez pu réaliser un diag ou une faisabilité un peu poussée avant de vous lancer dans le projet? Je n'ai pas bien compris la question. Si on a lancé une diag? Une faisabilité en amont pour préparer l'opération? Oui, bien sûr. Enfin, je pense, j'ai posé la question tout à l'heure parce que ça fait déjà 3 ans, donc je ne me souviens pas toujours la naissance d'un projet, mais c'était apparemment un concours. Donc, on était apparemment 2 ou 3 architectes qui est le maître d'ouvrage à consulter donc, pour faire un projet. Donc, la faisabilité, oui, il y a un programme en disant, voilà, je veux avoir un immeuble de bureau, parce que c'était du bureau, et avec un effectif qui est un effectif, évidemment, avec une densification. Donc, j'imagine, on était 8-9 mètres carrés par poste de travail. Après, un immeuble qui devait être 100% accessible PMR. Après, un bâtiment qui s'inscrit dans l'empreinte d'un futur PLU avec la consommation énergétiquement extrêmement bas. Donc ça, c'est les paramètres du programme. Après, on diag, oui, on fait des diags, mais structurels et du bâtiment. Donc on regarde la structure, on regarde tout ce qui est pollution plomb et amiante, et on travaille évidemment toujours sur la récupération des matériaux, le remploi. Donc, je pense sur ce projet-là, il n'y a pas énormément de remploi, j'avoue, mais on garde énormément de choses sur place. Donc, la démolition et le curage était assez réduite. Sur d'autres opérations qui sont plus grandes, le remploi il joue un facteur beaucoup plus important que sur une petite opération de cette échelle. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Et ma deuxième, c'était quel était le budget de l'opération? Alors, le budget. Au début et à la fin. Enfin, maintenant, en tout cas, aujourd'hui, en mai 2023. Le budget, il est très élevé. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les chiffres, mais normalement, c'est une restructuration complète avec des labels, avec accessible PMR, avec la création de la surface quelque part, etc. À Paris, avant l'inflation et avant mars 2000,
2020, on était allé à 2000-2500 euros le mètre carré. Aujourd'hui, les mêmes restructurations, on est plutôt en lot séparé, au macro-lot, on est à 2007-2008 jusqu'à 3002-3003. Et sur cette opération, on est beaucoup plus cher parce qu'elle est très petite. Donc pour moi, 1000 mètres carrés, 1200 mètres carrés, c'est malheureusement petite parce que les installations chantier, l'encadrement et tout ça, c'est à peu près la même chose. Même chez nous, chez les architectes, je crois, on a 2 personnes en plein temps sur l'opération. En MOX et conception, plus les BET. Donc, si l'opération était 2 fois, 3 fois plus grand, c'était la même équipe. Donc, on dépasse largement des 4000. Merci. Oui. Juste si vous pouvez préciser qui vous êtes avant de poser la question. Oui, bonsoir. Christophe, architecte et architecte conseiller de l'État. D'abord, merci pour cette conférence sur une thématique très intéressante. Et je me permettrai de poser une question à chacun. À Axel d'abord. Vous avez eu raison et vous avez défendu avec force en conseillant de ne pas séparer la conception et la réalisation. C'est vraiment un point très important si on veut défendre l'architecture, parce qu'on sait très bien les dégâts que ça laisse quand on sépare les 2 missions. Après, je regrette que vous avez cité des grands maîtres en parlant de Scarpa au niveau de l'intervention dans l'ancien. J'ai trouvé que vous avez été très timide, certainement à cause du maître d'ouvrage, bien que ça soit blanc comme opération départ, parce que vous avez tiré au cordon et vous avez voulu être un peu plus royal que les rois dans la restitution, surtout sur la façade principale. Or, Scarpa, justement, sa sensibilité, c'était d'apporter, toujours avec finesse, la modernité, avec modestie, mais avec justesse, dans l'ancien. Donc, j'ai trouvé un peu ce côté très bon élève de la restitution. À une autre époque, on pourrait dire c'est les ABF. Ce n'est pas le cas, c'est pas vrai. On en parlera après. Donc, c'est un peu regrettable de vouloir être aussi fort en allant jusqu'à la restitution des corniches, etc., sachant qu'on vit à une autre époque et on ne construit pas au XVIIIe siècle, quoi. Donc c'est un peu dommage de ne pas eu le courage d'aller vers une modernité, vers une sensibilité à la fois éco-responsable, en affirmant la modernité. Et là-dessus, je n'ai pas bien compris. Vous avez commencé l'exposé en disant que il y avait une question de la chaudière qui était surélevée à cause de l'inondabilité, évidemment, de la Seine, etc. Après, je n'ai pas bien compris où est-ce qu'elle a été posée, parce que vous avez évoqué le sous-sol dans la cour. Alors, elle se trouve dans la cour, enfin, je ne sais pas quel système de chauffage est-ce que vous avez prévu, mais je n'ai pas bien compris où est-ce qu'il se trouve le système du chauffage. Si vous pouvez nous expliquer. Merci. Je poserai la question en deuxième question. Très bien. Merci. Alors, première chose, pour la conception et l'exécution. Donc, je suis content que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je compare toujours à un projet un peu comme un enfant. Donc, je disais, faire un enfant, c'est extrêmement simple. Faire quelques croquis, c'est facile. Mais finalement, donner un bébé à quelqu'un qu'on ne connaît pas et pour l'élever et après être fier ou pas fier qu'on a fini ses études, c'est pas réaliste. Donc à Costa, je trouve c'est très important quand on fait de l'exécution. Sur le projet avec la comparaison Scarpa, Scarpa, il a respecté quand même toujours les façades historiques sur certains endroits. Et on a sur cette place-là quand même une homogénéité des façades, donc qui était à part les surélévations. Donc si j'étais vraiment absolument puriste, on devrait avoir démolir 2 étages pour revenir à l'échelle de l'époque, mais sauf tout d'un coup, c'était le projet qui était complètement déproportionné parce que tout le monde a surélevé.
Et sur ces façades, comme tout était inscrit au inventaire des monuments historiques, c'était très les manœuvres, les démarches qu'on pouvait faire, il était extrêmement restreinte. Donc voilà, la pression de remettre des recherches historiques sur cette façade-là était quand même très importante. Et je pense que c'était une bataille, on ne pouvait pas gagner de retravailler sur cette façade dans un esprit moderne. Donc nous, notre rajout ou notre interprétation de la modernité, c'était justement le bâtiment sur cour, le pont, le bâtiment liaison entre les deux bâtiments rue et cour, donc la boîte en verre sur laquelle on a essayé de travailler extrêmement minimaliste pour rajouter notre petite signature sur l'opération. Sur la chaudière, elle était au rez-de-chaussée, surélevée sur la façade principale, donc sur la rue, sur la place. Et on a supprimé ce principe pour rajouter des pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, ils sont dans les combles sur le bâtiment liaison, cachés sur une verrière. Et en sous-sol, on n'a que les CTA, les centrales de traitement d'air, et les autres équipements de ce projet-là, parce que comme on est un bâtiment extrêmement certifié WELL, WireScore, donc on a par exemple un renouvellement d'air qui est supérieur du côté de travail, donc il faut qu'on brasse quand même pas mal d'air et qu'on récupère l'air, et en plus, on est en dessous du niveau de niveau d'inondation, donc on a un cuvelage sur le local pour que cette partie-là ne peut pas être atteint par la crue, plus une sortie qui se passe au-dessus d'1 mètre du niveau inondable. Donc c'est quand même un sous-marin, mais finalement, c'est que les locaux électriques qui sont cuvelés, et la CTA, comme on ne la considère pas nécessaire pour la survie du bâtiment, n'est pas cuvelée, donc en priorité, il peut être inondé. Je comprends mieux le prix du 4 000 € le mètre carré avec du cuvelage dans les parties techniques, mais merci, c'est très clair. À vous, Sophie, j'ai trouvé votre exposé vraiment très dynamique en tant qu'ABF, mais je m'attendais à ce qu'on fasse plus un bilan de la loi Elan qui a tué, c'est les mots à dire, aujourd'hui on le constate tous, je suis architecte, conseiller de l'État, donc je sais de quoi je parle, parce qu'il y a eu une rupture radicale de la position et de la marge de manœuvre des ABF sur ce qui s'est fait en passant de l'avis conforme, de l'autorisation de l'accord de l'ABF à un avis simple. Donc, si je rencontre beaucoup d'ABF qui sont, pour ne pas dire dans la dépression, mais dans un état vraiment très, très difficile, il serait peut-être, parce qu'on est ici à l'ordre des architectes et on est parmi les architectes, si on a parlé de la séparation de la conception et de la construction comme une faille qui ne va pas dans le sens de la qualité architecturale, j'attends que vous nous décriviez un peu votre pratique, parce que la perte de l'architecture vient de cette loi Elan. Les bilans, parce qu'elle date de 2018, donc ça fait 5 ans, on sait les dégâts que ça a provoqué, on sait aussi la perte du savoir-faire chez les ABF avec la diminution des moyens qui vous sont donnés par le ministère de la Culture. On vous attend un peu plus sur la parole publique de l'architecte, parce que là, il y a une perte à la fois de nos territoires, mais aussi de notre patrimoine, et la marge de manœuvre pour que vous puissiez aider les architectes à faire autre chose que l'imitation et marcher sur un fil, parce qu'il y a les élus et les sous-préfets qui est capable de traverser votre avis. Merci. Oui, alors effectivement, vous l'avez bien dit, il y a une vraie question de moyens, mais après, sinon je viens faire des conférences en vous disant comme c'est compliqué de travailler dans nos services, ce qui est le cas. Je pense que ce qui est intéressant, alors nous on fait ce qu'on peut en interne en tout cas, et il y a une association nationale des architectes des bâtiments de France qui se base sur ces questions d'avis conforme ou d'avis simple et de moyens, mais bon, ça peut pas se régler en quelques instants comme ça, mais ça fait partie effectivement en interne, on va dire, de ce qu'on fait. Après, je dois dire que
l'avis conforme et l'avis simple, ça ne règle pas tout non plus. La vraie question, c'est la manière dont on arrive à emporter tout le monde avec nous ou pas, mais vous avez raison, parfois on est bien seul et on n'a pas suffisamment de levier. Cela dit, c'est vrai que souvent, en fait, on est de mèche avec les architectes finalement, parce qu'on s'est dit au départ que parfois on arrive, on n'est pas d'accord sur les choses, donc on passe un peu de temps autour de la table pour en discuter. Mais la vraie marge de manœuvre, elle est quand on arrive, malgré un avis simple, à avoir la collectivité d'ailleurs avec nous, parce que du coup, quel que soit le PLU, finalement, on trouve toujours moyen de faire comme il faut, et à convaincre aussi le corps préfectoral, vous avez raison, parce qu'il y a ces questions-là qui rentrent en compte. Donc en fait, c'est un écosystème un peu compliqué dans lequel on essaye de naviguer, avec des moyens réduits évidemment, donc en fait, on n'est jamais dispo alors qu'on devrait l'être plus, mais parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. L'idée étant, enfin moi, je crois vraiment fort en les questions de conviction et puis en fait de transmission de savoir, parce que bon, déjà, nous, on ne sait pas tout et on est face à des architectes parfois qui en savent plus que nous, hein, enfin clairement. Hein. Mais par contre, tout ce qu'on sait, et notamment sur l'histoire et le patrimoine, évidemment, puisque c'est notre spécialité, c'est vraiment de le transmettre au maximum, et y compris aux collectivités qui sont en fait très variablement armées sur ces questions-là, parce qu'on a des collectivités soit qui ne connaissent rien, qui s'y intéressent moyennement ou qui ont des idées très arrêtées sans trop savoir, qui ont des services aussi plus ou moins étoffés sur ces questions, d'autres qui sont, enfin, on a des échelles aussi de communes très différentes, une toute petite ville, presque village. Bon, en Seine-Saint-Denis, on est quand même proche de Paris, mais dès qu'on passe, qu'on est en grande couronne, il y a quand même des grandes variations entre les communes. Il n'y a pas forcément d'ingénierie territoriale. Il y a des départements plus ruraux ou même déjà en grande couronne parisienne, quand on s'éloigne un peu, où il y a vraiment très peu d'ingénierie. Donc il y a toutes ces questions-là qui rentrent en jeu. Et chaque territoire, ça dépend. Mais les endroits où on n'a plus d'avis conforme, en fait, bon, il y a des fois, clairement, on choisit nos batailles. Hein, on ne peut pas toutes les gagner. Donc, on essaye de cibler les choses les plus importantes. Et l'autre chose, je pense, c'est de réussir à emporter un maximum de monde avec nous, finalement, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Et ça ne marche pas toujours, mais bon, on discute avec le CAUE au maximum, autant qu'on peut. On essaye de voir les communes régulièrement. Ça, c'est comme les CAUE qui ont des permanences. Nous aussi, on fait des permanences avec les communes. En tout cas, celles avec qui on a beaucoup de permis, beaucoup de sujets, on les voit très régulièrement, au moins tous les mois. Plein de choses comme ça. On vient dans les colloques. Alors là, aujourd'hui, c'est un colloque plutôt professionnel architecte. On a aussi régulièrement des sessions un peu d'information, formation avec d'autres services de l'État. Il y a 2 mois, on a fait avec un collègue d'Île-de-France aussi un petit temps d'échange avec des collègues des services aménagement logement en fait de la région Île-de-France. Donc ministère de la cohésion des territoires qui parfois promeuvent des politiques qui sont assez en contradiction avec les nôtres. Donc c'est un vrai sujet aussi de réussir à vraiment mettre tout ce monde en discussion et effectivement pas que nous entre architectes, on va dire. Bon, mais voilà, je m'arrête là parce que sinon je passe 3 jours à vous parler de ça. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec des points d'interrogation? Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Audrey Trivero, je suis architecte libérale et j'avais une question pour Sophie Mas. C'est juste par curiosité, avec les problématiques environnementales d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets d'ITE sur du patrimoine 20e et je voulais savoir quelle était à peu près en pourcentage la proportion de dossiers que vous instruisez en patrimoine 20e. Je suis désolée, je n'ai pas de chiffre du tout. En fait, ça dépend beaucoup aussi des départements, enfin parce que nous, on fonctionne par département et du type de patrimoine existant. Mais il est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de patrimoine récent et 20e. C'est aussi pour ça que j'aime ce département d'ailleurs, parce qu'on a de tout, depuis la basilique jusqu'au patrimoine 20e le plus récent. Il y en a de plus en plus en effet, et peut-être une des difficultés sur ce patrimoine, c'est qu'il est beaucoup plus difficilement reconnu comme étant du patrimoine important, on va dire, beaucoup moins protégé au titre des monuments historiques. Par contre, quand il se trouve en abord, du coup, pour nous, ça va, on est dans le champ de nos périmètres d'action, donc on réussit à travailler dessus aussi, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et les gens, globalement, le grand public, les élus, les préfets, tout le monde a beaucoup plus de mal à admettre que c'est aussi du patrimoine intéressant au même titre que du patrimoine plus ancien, et donc qu'on peut peut-être éviter de se permettre de le transformer n'importe comment. Ça, c'est sûr qu'il y a un vrai travail à faire de pédagogie. En même temps, en Seine-Saint-Denis, c'est aussi une terre de patrimoine du 20e, de logement social, d'innovation, enfin plein de choses qui sont passées très intéressantes au 20e et qui continuent puisque c'est toujours un territoire industriel, donc il y a des mutations assez importantes. Et donc à partir de là, en tout cas personnellement, j'ai un bon terrain pour discuter de ces questions-là, les mettre en avant et convaincre un peu les gens. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui monte en puissance de plus en plus. Merci. Et si je peux me permettre, j'avais une autre question pour Axel Schonert.
Ma question, c'était, je vois que dans pas mal de vos projets, vous procédez à des diagnostics PEMD. Je sais pas comment. Vous procédez à des diagnostics PEMD sur les bâtiments sur lesquels vous intervenez avant d'intervenir, des diagnostics réemploi. Je n'ai pas compris acoustiquement. Est-ce que vous procédez, il me semble que c'est ça, à des diagnostics PEMD pour évaluer le pourcentage de matériaux que vous pouvez réemployer dans vos projets? Oui. Et si oui, pour la part de réemploi que vous faites dans vos projets, est-ce que vous faites appel à des bureaux d'études spécifiques? Et surtout, est-ce que vous avez des complexités en termes d'assurance? Alors, question d'assurance, je ne peux pas répondre. Sur les deux autres, oui. En principe, on travaille, par exemple... il y a pas mal de maîtres d'ouvrage, ils sont membres du Booster, qui est une association entre maîtres d'ouvrage pour essayer de créer l'économie circulaire. Donc en principe, on dit voilà, moi je veux du brique et je ne sais pas quoi faire avec, est-ce qu'on peut l'utiliser sur un autre chantier? Donc le réemploi, d'élaborer le remploi, pas seulement sur son propre site, mais en dire, voilà, je travaille avec d'autres grands groupes, par exemple, je parle des assureurs, des promoteurs professionnels comme Bouygues Nexity, etc., ou les assureurs Covéa, AXA, etc. Donc ça, c'est une association avec qui on travaille, par exemple, tout au début du projet. Après, on retravaille avec des BET spécialisés qui font les audits du réemploi. Donc, c'est systématiquement. On a plusieurs avec qui on travaille. Et donc, eux, ils font un cahier de charge aussi qui se rajoute au DCE curage. Donc, voilà, c'est toujours une partie. Donc, sur un côté, on a tout ce qui est les analyses des dépollutions. Évidemment, ce que je dis, plomb, amiante, aussi des pollutions du sol, ça c'est une chose. Et sur l'autre côté, c'est la DEAC réemploi. Et c'est quasiment systématique. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de travailler quasiment qu'avec des maîtres d'ouvrage publics ou institutionnels. Donc en principe, aujourd'hui, si on parle de certification, développement durable ou réemploi, etc., ça passe normalement automatiquement aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça encore il y a 6, 7, 8 ans. C'était compliqué. Le seul argument qui comptait à l'époque, c'était que c'était un argument pour une meilleure commercialisation du projet. Aujourd'hui, ça a changé et tout le monde est d'accord. Évidemment, la commercialisation, ça marche toujours. Mais sur l'autre côté, tous les utilisateurs, preneurs futurs d'un projet, ils regardent même plus des bâtiments qui n'ont pas rempli tous ces cases-là. Donc, les directeurs immobiliers ou les directeurs des ressources humaines, etc., quand je fais des visites avec des preneurs, etc., c'est souvent un comité d'entreprise ou des RH, etc. Et ils posent les questions, ils savent maintenant qu'est-ce que c'est le réemploi. Et le réemploi, aujourd'hui, ça coûte toujours plus d'argent que le mettre à la benne, hein, soyons clairs. On ne gagnera pas de l'argent avec, on n'économise pas. Mais je trouve aujourd'hui, c'est essentiel, évidemment, réduire le mètre cube qui va sur la décharge, etc. Donc, même avec les terrassements, avec les cubes de terre qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le réutiliser? Donc, ça, c'est essentiel. Par exemple, là, on a un projet sur le 11e, on récupère du brique, mais le brique, peut-être, c'est ça la réponse sur l'assurance, on ne peut pas le réutiliser en façade parce qu'il n'y a aucun décennal potentiel possible, etc. Mais soit on le utilise comme revêtement dans tout ce qui est dans les jardins, etc., ou on le met en poutre pour le remixer sur le chantier, des choses comme ça. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, j'ai une question pour Axel Schoner, justement, pour rebondir sur la question qui a été posée par rapport au réemploi. Vous dites que chez vos maîtres d'ouvrage, ça a été un peu systématisé, mais là, on parle de quelle échelle de projet? Parce que, par exemple, moi, je fais de la rénovation, mais plutôt sur des appartements. Et on voit que c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps, notamment sur du réemploi ex situ. Ce qui, justement, on voit que les maîtres d'ouvrage se mettent sur ce terrain, mais... sur le cas de gros projets, ils ont des bureaux d'études justement qui payent, mais quid des petits projets? Et est-ce que vous avez des
des exemples dans ce sens-là? Alors, je ne sais pas où est le seuil, mais oui, sur des projets comme Bourbon, c'est un pas très grand projet, donc 1000 m², 1200 m², oui, le réemploi avec un BET, c'est toujours possible. Ce matin, j'ai eu une discussion avec mes collègues à l'agence, parce que j'ai eu la chance d'être à la préouverture de la Biennale, et je dis, on a perdu une chose, parce que le réemploi, ça existait toujours. On a perdu le réemploi dans les dernières peut-être 50 ans, 60 ans. Parce que quand vous regardez un bâtiment historique, il y a toujours le réemploi. Les fondations ou les pierres d'un bâtiment romain ou grec, on le retrouve dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge se transporte, etc. Et à un moment qu'on a commencé avec l'industrialisation, on a dit qu'on a découvert que c'était plus efficace et moins cher de jeter tout et recommencer à zéro. Donc là, je pense aujourd'hui, on est arrivé à un point qu'il faut qu'on apprenne du passé et on dit, voilà, qu'est-ce que je peux réutiliser? Par exemple, nous, là, on a fait un projet, on a réalisé un projet dans la maison Baya, c'est dans le 8e, c'est l'ancien siège des RTL. On a restructuré 2 immeubles. Une, c'est dite haussmannienne, c'est pas un haussmannienne, il date 1920, mais il ressemble à un haussmannienne. Et un entrepôt du théâtre de Rond-Point, qui date du XVIIIe siècle. Donc ces deux-là, on l'a rénové, restructuré, etc. On a gardé un maximum des éléments, de toute la charpente, même il était pas beau, et rajouté au fur et à mesure des poutres, etc. On a dit non, on garde tout, et ça a un certain charme. Et par contre, les studios de RTL étaient inexploitables parce qu'ils ont rajouté entre 1950, 60, 70, toujours des étages, des escaliers, etc. C'est un labyrinthe. C'est mieux pas visiter, c'est mieux le regarder sur plan. On comprend mieux le bâtiment que sur place. Donc là, on a dit, on va le démolir. Donc c'est quand même quelque chose assez radical. Mais on a dit, on va le remplacer par un bâtiment, là, en structure bois, donc entièrement en BIM. Donc tout ce qui était réalisé, on a fait en 3D. On a préparé les poteaux, les planchers en CLT ou en bois massif. Et en principe, c'est comme un jeu de Mikado. Évidemment, on a fait des plans de réversibilité. Donc, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas des bureaux? Est-ce que je peux faire des logements? Est-ce que je peux faire des hôtels? Est-ce que je peux faire d'autres choses? Donc, on a fait cet exercice de style. Et on a aussi la possibilité, à part du dernier étage, la dalle en béton et les fondations, on peut tout démonter, recruter et reconstruire quelque part quelque chose de similaire avec les mêmes trames. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez importante pour le futur, que voilà, cette déconstruction des bâtiments, qu'on la mette en compte. Donc ça, c'est aussi une partie du réemploi. C'est le réemploi futur. Aujourd'hui, un bâtiment ne dure plus 100 ou 200 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'un bâtiment, je dirais, c'est 30 ans. Peut-être pas la fondation ni la structure, mais le reste, les lois architecturaux, les lois techniques, plus la réglementation thermique et les possibilités qu'on a pour faire un bâtiment, il évolue tellement rapide que je pense que la durée de vie, c'est maintenant assez restreinte. On va prendre encore 2 questions maximum et il faudra clôturer. Bonjour, François Ratier, architecte libéral. Je voulais savoir pour Axel Schonert, donc dans le 7e, donc le PSMV, là c'était sur un bâtiment de type A, donc normalement c'est non modifiable, que ce soit les façades, le plan intérieur et la cour. Donc j'aurais voulu savoir en fait les points de friction qu'il y a eu avec les ABF pour creuser la cour, parce que normalement c'est pas possible, et tout ce que vous avez eu comme problématique en fait avec eux. Alors, c'est la négociation, c'est la discussion. Effectivement, sur la classe A, normalement, on n'a pas le droit de toucher aux éléments porteurs structure ni à la façade. Mais bon, si ça concerne l'accessibilité pour les PMR et tout ce qui est sécuritaire, donc stabilité au feu, etc. Donc, il y a quand même la possibilité de faire des modifications. Donc, ça, c'est le cas. Donc, en plus, il y a l'argumentation. Donc, si je supprime l'ascenseur qui
un verrou sur le projet et je ne peux pas juste le supprimer et regarder un immeuble qui n'a pas d'ascenseur pour les PMR, ce n'est pas possible. Donc c'était effectivement une négociation pour améliorer une non-conformité, enlever une non-conformité et avoir un compromis pour créer l'escalier. En principe, cet ascenseur, c'est la quasi seule intervention lourde sur le bâtiment en catégorie A. Et le bâtiment en vert, c'était pas un bâtiment A ou B, c'était une zone gris, donc un truc qu'on peut démolir. Par contre, sur le bâtiment sur le fond, c'était pareil, je crois que c'était classé A. Donc finalement, on n'a pas touché à les éléments structurels et ni à la façade, sauf les modifications pour évidemment remettre en valeur le bâtiment. Et la cour, il n'était pas classé dans ce sens. Donc ça nous a permis de créer cette sous-sol. En plus, c'était la suggestion de l'architecte. Là, il nous avait aidé vraiment. Il dit, attendez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire là dans le sous-sol parce que vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Par contre, là, dans la zone extérieure, vous avez le droit. Il faut respecter évidemment la plein terre et l'espace libre, ce qu'on a fait. Et donc, finalement, ça, c'était l'astuce pour remettre toute la technique quasiment invisible sur l'opération. Merci. Bonsoir, Philippe Goudnage. J'avais une question pour Sophie Masse concernant le deuxième exemple de réhabilitation. Je voulais simplement savoir si vous avez la connaissance de l'épaisseur de l'isolant de l'ITE sur l'extérieur, sachant que ce bâtiment, justement, qui est isolé par l'extérieur, la qualité de ce bâtiment, c'était que la structure qui portait la charpente était dissociée du bâtiment qui était en céramique. Et justement, il y avait un vide qui était très très fin entre cette charpente pour pouvoir le laisser respirer. Et que je ne vois pas comment on peut mettre un ITE qui a une qualité thermique, en tout cas qui réponde à une véritable isolation par l'extérieur, sans donc dénaturer la qualité de ce bâtiment qui était justement ce vide entre ces deux éléments, la structure de la charpente et le bâtiment donc en céramique. Alors, je n'ai pas en tête les chiffres précis, en effet. Je n'ai pas suffisamment pris le temps de préparer et de retrouver tous les détails de tous les projets. Mais ce qui était important dans ce bâtiment, c'était que quand même, on avait de l'espace un peu partout. Tout ça est un peu grand. Et en tout cas, on va voir sur place ce que ça donne. C'était de l'ordre d'une quinzaine de centimètres. Hein. Effectivement. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai parlé du travail un peu sur la couleur, notamment de ce revêtement, pour atténuer un peu certaines choses. Mais on a quand même... 15 centimètres, il n'y a plus de vide, et donc il n'y a plus d'isolant. Mais à quel endroit vous parlez précisément? Les poteaux qui tenaient la charpente, qui sont donc en béton Ils sont toujours brut. Ah si, ils sont toujours extérieurs. En ouais. Ils sont extérieurs puisqu'ils tiennent la charpente. Les grands poteaux qu'on voyait sur les façades principales avec la casquette en ligne brisée là-haut, normalement, débordent toujours. Ils sont donc décalés de la. Mais moins, bien sûr. Ah bah, évidemment, il y a moins de débord, il y a moins de relief et c'est bien une des inquiétudes qu'on a quand on parle d'ITE. Hein, mais... Oui, mais le vide existant laisse à peine passer un ITE. Il y en a encore du vide, mais effectivement, ce ne sera plus les mêmes proportions. C'est toujours la question d'ailleurs, et c'est la difficulté aussi, c'est que les détails souvent que nous, on demande aux projets et aux architectes de nous fournir ne correspondent pas tout à fait à la phase où on en est, parce qu'en gros, on a parlé beaucoup de discussions. Nous, l'important, c'est que les architectes ou les porteurs de projets viennent nous voir en amont du dépôt de permis de construire, ce qui est un peu la base. En tout cas, quand on y arrive, l'idéal, c'est ça, c'est de se voir le plus en amont possible. Il faut cependant que le projet soit suffisamment dessiné pour qu'on en discute, y compris dans les détails, et notamment dans les projets d'ITE. La complexité, c'est d'arriver à discuter au niveau de détail qui nous est nécessaire pour évaluer l'atteinte ou pas au bâtiment, ou la dénaturation ou pas du bâtiment, sachant que quand on est en dépôt de permis de construire, on n'est pas forcément au stade d'avancement suffisant pour parler de ces détails. Donc nous, on en est du coup à agir en questionnant les architectes et les porteurs de projets, et puis en préconisant des choses. Et après, bon, on avance comme on peut, mais effectivement, il y a une question de timing et de pouvoir discuter des détails précisément, suffisamment. Là encore, à Saint-Ouen, sur le gymnase, on n'était que en rôle de conseil. Donc, on n'a pas pris autant de temps qu'on pourrait prendre sur d'autres bâtiments où l'enjeu est un peu plus fort pour nous, on va dire, parce qu'on sait, alors à Saint-Ouen, ça se passe bien et la ville suit nos avis en général. Cela dit, on a des moyens limités, on l'a dit, donc effectivement, là, c'est pas forcément un projet qu'on a revu autant de fois qu'on l'aurait fait sur un autre bâtiment qui serait face à l'église classée ou que sais-je. Donc, certainement, il y a mieux à faire tout le temps. Après, comme on l'a dit aussi, on a des injonctions un peu contradictoires d'autres ministères et on nous met la pression pour justement favoriser les projets durables, que ce soit en termes d'indépendance énergétique, de production d'énergie renouvelable, tout ce que vous voulez. Donc les ICE, on est confrontés tous les jours et on est aussi soumis à la demande de tous de trouver des solutions.
Parce que finalement, les porteurs de projets arrivent en nous disant on a tel projet, nous on dit c'est pas possible, c'est patrimonial, et du coup on reste planté là. Donc la question pour nous, c'est d'avoir des idées, comme vous l'avez dit, de temps en temps, les ABF peuvent proposer des choses aussi intéressantes. Voilà, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Là, on espère, on verra, le chantier, il est imminent et il sera fini bientôt, on verra bien ce que ça donne. On a fait certains paris, on verra. Et sur les JO, effectivement, comme sur le renouvellement urbain, par exemple, c'est des thématiques un peu compliquées pour ça, c'est parce qu'il y a toujours une certaine urgence, en fait. Il n'y a pas toujours les moyens nécessaires, et quand il y a beaucoup de moyens, il faut que ça aille très vite, comme plan France Relance ou des choses comme ça, où on a des crédits importants qui viennent, mais de manière très rapide, et il faut boucler les projets très vite. Donc on a très peu le temps de réagir, nous on n'est déjà pas très dispo, et on fait juste ce qu'on peut pour les ajustements minimum. Mais bon, je suis confiante quand même, hein, je suis sûre, vous viendrez l'année prochaine à Saint-Ouen et on ira voir le gymnase, non? Bon, merci. Merci à tous. Les échanges touchent à leur fin. Je vous signale juste qu'il y a de quoi vous désaltérer juste avant de partir. Et je vous invite, non pas le lundi 22 juin, ce sera un 19, pour le prochain épisode Retour sur le durable, qui, a priori, sera centré autour de rénovation et biodiversité. Merci à nos intervenants. On peut les applaudir.